Toute actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Chirurgiens en grève dans les cliniques, internes dans la rue pour défendre la santé de demain. C'est dans ce contexte alourdi que le Sénat se déchire sur le budget de la sécurité sociale. Nouvelle alliance de circonstances en vue entre la droite et les communistes. De quelle détresse Stéphane Gatignon est-il le symptôme? Le maire écologiste de Sevran poursuit sa grève de la faim, mais la méthode ne me plaît pas au ministre de la Ville pour qui l'État ne ménage pas son aide financière pour sa commune. Le maire PS de Clichy, Gilles Catoire, sera ce soir notre invité. La conférence de presse de François Hollande demain pour expliquer le virage de la compétitivité, les enjeux pour le chef de l'État dans ce journal avec Claude Veil du Nouvel Observateur. Alors que le Premier ministre Mario Monti est reçu ce soir à Matignon le monsieur Rigueur italien dont nous parlera Guillaume Delacroix et qui lui consacre un ouvrage, Le mystère Mario Monti. Mais d'abord donc les grèves et les manifestations au bloc aujourd'hui, s'estimant déconsidérées par le gouvernement. De nombreux chirurgiens des cliniques ont en effet arrêté le travail partout en France. L'accord conclu récemment par certains syndicats sur les dépassements d'honoraires a cristallisé ce sentiment de stigmatisation rejeté à nouveau ce soir par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, rappelle que les actes de chirurgie vont être revalorisés au cours des 3 années à venir. Par ailleurs, les internes de l'hôpital public sont également entrés dans la danse. Ils sont descendus dans la rue, notamment à Paris, pour exprimer leur ras-le-bol. Reportage de Jérôme Rabier. C'est une marée humaine de blouses blanches qui crie son mécontentement. Les internes des hôpitaux ont choisi de manifester 2 jours avant les chirurgiens, car si le mal-être est semblable, les revendications sont différentes. Les futurs médecins et ceux récemment implantés dénoncent le fait d'avoir été écartés des dernières négociations entre gouvernements, syndicats et mutuelles sur les dépassements d'honoraires. Cette manifestation témoigne du fait que la base n'est pas d'accord avec cet avenant. Et quand il y a un avenant, je crois qu'on peut en rédiger un autre ou faire une proposition de loi qui soit plus honnête et qui restaure la confiance entre le gouvernement et les médecins qui aujourd'hui a disparu. Autre raison de la colère, la possible mainmise des mutuelles qui pourront mieux rembourser les patients s'ils fréquentent des médecins en lien avec leur réseau mutualiste. Une forme de privatisation pour les représentants syndicaux. Aujourd'hui, on a l'assurance maladie qui se désengage au profit des mutuelles. On assiste à une privatisation de la santé et dont les grands perdants seront les patients, seront nos patients que nous on aime soigner. Si on fait ce métier, c'est pour nos malades, pour nos patients et c'est ce qu'on veut dénoncer aujourd'hui. Autre point d'achoppement et pas des moindres, la libre installation sur le territoire pour ces jeunes médecins, alors que le gouvernement souhaiterait pouvoir imposer l'installation de certains dans des zones de déserts médicaux. Mais même dans l'opposition au gouvernement, on considère qu'il faudra bien faire des efforts de ce côté. Je crois qu'il faudra que les étudiants en médecine aient une vision qui dépasse purement leur intérêt. Il faut, dans cette affaire, se soucier aussi, et je dirais même principalement, de l'intérêt général. Reçu au ministère, une délégation en est ressortie déçue. Aucune avancée n'a été trouvée. Dans ces conditions, l'appel à la grève illimitée risque bien de durer. Et la question du nouvelobs.com aujourd'hui, le partenaire du 19h, dépassement d'honoraires. Comprenez-vous la colère des médecins? Et vous répondez très majoritairement donc non à 75%, oui à 21%. Et c'est dans ce contexte donc que le Sénat a commencé aujourd'hui l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette fois encore, une nouvelle majorité de circonstances entre la droite et les communistes pourrait conduire au rejet de ce texte. Sandra Cerquera. Nouvelle journée piège pour le gouvernement avec le début de l'examen du budget de la sécurité sociale au Sénat. Une fois de plus, les communistes risquent de jouer les troubles faits en rejetant le texte avec l'aide de la droite. Au groupe communiste, on assure pourtant que rien n'est encore tranché, malgré la déclaration de Pierre Laurent ce matin, évoquant un rejet du PLFSS. Pour le moment, on n'a encore pas l'ensemble des réponses, donc à moins que Pierre ait des réponses et qu'il nous les donnera demain matin peut-être. Mais nous, en tout cas, à la commission, avec les membres de la commission, pour le moment, on n'a encore pas arrêté notre position. Les communistes réclament le retrait de la taxe sur les retraites et jugent insuffisante l'évolution des dépenses consacrées à l'hôpital. Les socialistes préfèrent relativiser et mettre en avant les avancées apportées par le Sénat, notamment le fameux amendement qui vise à augmenter la taxe sur l'huile de palme. C'est un signe fort, à la fois pour les consommateurs, mais surtout pour les industriels, pour les inciter à plus utiliser, ou en tout cas moins utiliser l'huile de palme ou l'huile de copra. C'est un des éléments d'apport du Sénat dans ce débat.
Mercredi soir aura lieu le vote de la première partie du texte, les recettes. Si elle est retoquée, le reste du budget ne sera pas discuté et c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et le projet de loi de finances à venir pourrait connaître le même sort. Et on se souvient que les sénateurs communistes ont repoussé récemment la proposition de loi PS sur l'énergie ainsi que le projet de budget. Alors que Jean-Luc Mélenchon enfonce le clou aujourd'hui de son côté. Nous, on peut. Sous ce titre, l'ancien candidat à la présidentielle a présenté cet après-midi son contre-projet et son contre-budget également. Flora Sauvage. À bas l'austérité, c'est le credo du parti de gauche qui a présenté son contre-budget aujourd'hui à la presse. L'objectif, démontrer que la politique de réduction des dépenses du gouvernement Ayrault est néfaste, comme l'explique Jacques Généreux, économiste et membre du parti de Jean-Luc Mélenchon. Nous ne sommes au bord d'aucune catastrophe financière en France parce que ce pays dégouline de richesses et de ressources. Et en fait, la menace d'une grande faillite financière est instrumentalisée en permanence en Europe par des grands pays qui sont à l'abri de ce genre de soucis pour faire croire à leurs citoyens que décidément il y a trop de sécurité sociale, il y a trop de biens publics et qu'il faut en passer par la réduction du périmètre de l'État. Au programme du contre-budget du parti de gauche, on trouve la réforme de l'impôt sur le revenu avec 14 tranches, une TVA à 33% sur les produits de luxe et la création d'un pôle public de l'énergie. Interrogé, Jean-Luc Mélenchon porte un regard sévère sur la politique menée par François Hollande. Un de ses amis les plus chers et les plus intimes, M. Georges Papandréou, qui est le président de l'Internationale socialiste, a échoué misérablement en Grèce. Un autre de ses camarades, qu'il aimait beaucoup, M. Zapatero, a échoué misérablement. Dans ces conditions, pourquoi François Hollande, qui est un chef d'État élu par un parti socialiste, s'entête-t-il à faire la politique qui échoue partout? Celui qui s'est fait plutôt discret en octobre est réapparu sur le devant de la scène. Le leader du Front de gauche compte sur cette semaine pour faire parler de lui. Mercredi, il battra le pavé aux côtés des syndicats contre l'austérité. Vendredi, il tiendra meeting et samedi, Jean-Luc Mélenchon sera dans la rue aux côtés des opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes près de Nantes, la ville de Jean-Marc Ayrault. Et pour David Assouline, porte-parole du Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon a une stratégie personnelle d'opposition, contrairement, dit-il, au Parti communiste français. Notons encore ce soir que la justice demande à nouveau la levée de l'immunité parlementaire du sénateur PS des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, qui est mis en examen, on le sait, dans une affaire de marché public dans son département. La justice envisage en fait de le mettre en garde à vue et réclame donc désormais la levée complète de son immunité parlementaire. Avec nous, Claude Veil, donc directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Et merci d'être avec nous. François Hollande, donc vous l'avez entendu, interpellé par Jean-Luc Mélenchon et également par Jean-Vincent Placé récemment. D'ailleurs, les deux hommes vont se retrouver samedi dans la manifestation contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à Nantes. Quels sont, selon vous, les grands enjeux de cette conférence de presse du chef de l'État demain? Énorme. C'est le premier grand rendez-vous avec l'opinion. La première grande conférence de presse est devenue presque un moment du quinquennat. J'ai un souvenir très vif du 8 janvier 2008, vous vous en souvenez peut-être, la première conférence de Nicolas Sarkozy dans le genre gaulien. Parasité par les affaires personnelles. Quasiment la dernière. Qu'est-ce qu'il en est sorti? 2 phrases. Carla et moi, c'est du sérieux. Et je ne peux pas distribuer de l'argent que je n'ai pas, les caisses sont vides. À partir de la veille, Le Monde titrait de mémoire, Le Monde titrait M. Sarkozy à la reconquête de l'opinion, puisqu'il était déjà, comme aujourd'hui François Hollande, sur le toboggan. Le mois qui suit cette conférence de presse de la reconquête de l'opinion, il perd 18 points, il tombe à 35% d'opinion favorable, il n'en sortira jamais, tout son quinquennat est plié. Pourquoi? Parce que, au fond, la politique dans le quinquennat obéit à un cycle aussi impérieux que les cycles de Kondratiev en économie. On commence par un état de grâce, ensuite il y a forcément le retour au réel, et puis il y a l'atterrissage. Et c'est là où nous sommes, l'atterrissage. Si on se pose mal, tout le reste du quinquennat peut en être obéré, d'autant plus qu'on voit bien que cette conférence de presse coïncide non seulement avec un décrochement dans l'opinion, mais aussi avec un virage stratégique considérable. Alors justement, je le rappelle, et donc il est interrogé politiquement par les Verts, par les communistes, par son électorat. Et par son électorat. Par ce tournant économique à la suite du plan compétitivité, il sera bien sûr interrogé là-dessus par les journalistes. Est-ce que c'est un exercice délicat alors qu'il a déjà un petit peu dévoilé ses arguments par des propos rapportés par le Nouvel Observateur à Laurent Geoffrin? Longuement développé. Son argumentaire. On sait ce qu'il a en tête. On sait le schéma qu'il a en tête, c'est-à-dire Hollande, il est élu sur une promesse globalement de générosité sociale. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et il se prend en pleine phase urgence,
la crise européenne, l'assainissement des finances publiques. C'était pas une découverte quand même. Oui, mais c'est pas avec ça que vous devenez champion de popularité. Et puis ça, il l'a à peu près fait, avec de la casse, de l'impopularité, c'est normal quand vous augmentez les impôts. Mais là-dessus, il se prend en pleine figure ce qu'il avait probablement sous-estimé, l'affaiblissement de l'économie française, la panne de la croissance, l'explosion du chômage. Et là, il dit aux Français, ok, j'ai bien compris, j'ai diagnostiqué la situation. Il a sous-estimé ou il a menti par omission? Il n'a pas fait campagne sur le thème « tout va mal et j'ai rien à distribuer ». Parce que quand vous faites campagne sur ce thème-là, il a fait peu de promesses. Il le répète d'interview en interview. Il les a à peu près tenues, l'âge de la retraite pour ceux qui ont 41 ans de cotise à 60 ans, etc. Alors comment il va s'en sortir pour expliquer ce virage? Il a donné un agenda, souvenez-vous-en, il y a un mois et demi, ce qui était sa rentrée politique, il a donné un agenda. Les Français s'en foutent des agendas. Ce qu'ils veulent, c'est un cap. Ils veulent qu'on dise que tout ça a un sens, que les sacrifices qui sont demandés aux riches, mais aussi à la classe moyenne, ont une nécessité et qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Le quinquennat de Hollande tel qu'il le rêve se déroule à l'envers des schémas habituels. En général, on commence par les largesses et distributions. C'est autrefois, quand le roi était élu, on mettait du vin dans les fontaines publiques. Là, c'est le contraire. Lui, Hollande, espère qu'il va commencer par le pain sec, qui permettra le redressement de l'économie, et qu'ensuite, à la fin du quinquennat, si tout va bien, on pourra distribuer. Il n'y a qu'un petit problème, c'est qu'il ne maîtrise pas tous les paramètres, notamment le contexte économique international de 2013. Il espère une embellie en 2013, mais pour que la France prenne le train, s'il y a une reprise internationale, il faut que son appareil économique se remette en ligne. Il faut mener cette bataille de la compétitivité. Et c'est indiscutablement une politique qui demande des efforts. Et donc, c'est un virage qui a été mal préparé, pas bien annoncé, et que maintenant il faut mettre en musique, il faut donner une cohérence, un sens à tout ça. Donc c'est ça l'enjeu. Et il a en tête bien sûr les risques politiques, puisqu'on se souvient du tournant de la rigueur avec Mitterrand, de l'abandon de la fracture sociale avec Chirac. Il a ces exemples en tête. C'est un hyper politique. Et un commentateur, vous le savez, aussi plus fort que tous les journalistes politiques, il a vu comment Chirac, dès l'automne de son élection sur le financement de la Sécu dévisse. Juppé ne s'en remettra jamais. Il a vu comment Sarkozy a perdu pied à l'hiver 2007-2008. Mais c'est un placide, c'est un impavide. Oui, c'est assez étonnant dans les interviews. Il reste assez badin face à la situation. Et disons qu'il a acquis une gravité, quelquefois même qui surjoue, on le voit bien dans la posture. Mais en privé. Mais c'est un personnage, ce n'est pas un personnage tragique, Hollande. C'est un personnage, au fond, fondamentalement optimiste. Ça peut l'aider. Il pense qu'il a une bonne étoile. Il croit pas que il pense que la France a sa chance et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un discours churchillien que beaucoup attendaient quand il a été élu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas promis du sang et des larmes? Parce qu'il pense que les Français sont déjà tellement tétanisés, tellement angoissés par l'avenir que c'est pas la peine d'en rajouter. C'est comme vous faites entrer quelqu'un dans une salle d'opération, c'est pas la peine de dire, je vous préviens, vous allez peut-être mourir, on va vous endormir, vous avez des tubes partout. Donc il a pensé longtemps qu'on pouvait essayer de passer à travers la sinistrose. Alors on va voir comment demain il s'explique pour rejeter l'idée de reniement par rapport à tous les cas à sa campagne. Comment il règle la hausse en matière de dramatisation, je dirais. Ce sera à suivre demain donc sur les chaînes parlementaires, la conférence de presse donc du chef de l'État qui sera suivie d'une émission spéciale qui prendra d'ailleurs la place du journal de 19h. L'Allemagne portera en tous les cas un regard de plus en plus critique sur les orientations économiques de la France au point de redouter que notre pays fasse peser des risques sur l'Europe. Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, affirme lui qu'il n'y a pas de malentendu entre les deux pays. François Goulin. La France est-elle la nouvelle Grèce? S'interrogeait dernièrement le quotidien Bild. Cette question, le gouvernement allemand semble lui aussi se la poser. Selon le journal Die Welt, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, aurait demandé à un conseil d'experts de son pays de réfléchir à des propositions de réforme économique pour la France. Berlin dément, mais après la récente sortie de Gerhard Schröder sur la fragilité du système économique français et la lenteur des réformes, c'est une ingérence de trop dans la politique intérieure pour la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann. Les dirigeants allemands actuels ont quand même une étrange conception de la souveraineté de chaque État. Je pense qu'il faut leur dire très fermement que ce genre d'attitude est inacceptable et que nous ne bougerons plus sur rien tant qu'ils n'auront pas mis un salaire minimum décent en Allemagne, qu'on ne peut pas accepter leur logique de dumping social et de donneur de leçons généralisées. Le durcissement du discours outre-Rhin serait dû aux élections qui approchent, affirment les observateurs. Angela Merkel doit donner des gages à l'aile conservatrice de son parti. Elle risque beaucoup face à son propre parti, face aussi
à l'opposition social-démocrate qui est largement d'accord avec elle et qui formera sans doute avec elle le prochain gouvernement. Mais elle risque beaucoup en continuant à donner des garanties énormes à l'intérieur de l'Europe qui pourraient grever lourdement l'avenir allemand. Et c'est ce qui lui est reproché par beaucoup de gens. Le risque d'un tel positionnement, s'isoler encore un peu plus au sein de la zone euro. La visite du Premier ministre Jean-Marc Ayrault jeudi à Berlin se fera donc dans un climat refroidi. Et apparemment plus apaisée que la relation franco-allemande, la relation entre Paris et Rome. Mario Monti a été reçu à Matignon tout à l'heure. Guillaume Delacroix nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Le Mystère Mario Monti, portrait de l'Italie post-Berlusconi. Monti, c'est l'homme qui est tombé du ciel pour prendre les rênes de ce pays que vous connaissez bien puisque vous avez été correspondant plusieurs années des Échos sur place. Est-ce que la France a à apprendre aujourd'hui de Mario Monti ? La France a peut-être à apprendre de Mario Monti, mais en tout cas, si elle voulait s'en inspirer, ça serait un petit peu difficile dans le contexte actuel, j'imagine, parce que en France, la gauche a gagné les élections et Mario Monti est un homme de droite. Donc déjà, si Jean-Marc Ayrault voulait s'inspirer des recettes de Super Mario, comme on l'appelle à Rome, ça serait difficile à assumer vis-à-vis de l'opinion publique. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, la situation de l'Italie n'est pas du tout la même que celle de la France. D'abord, en France, on a un problème de déficit. En Italie, on a un problème de dette. Et en termes de croissance, même si en France, la situation n'est pas mirobolante, en Italie, c'est catastrophique. La récession est extrêmement forte. C'est la troisième plus grave en Europe, en tout cas de la zone euro, après la Grèce et le Portugal. Ah, vous rappelez qu'il a tenu un langage de vérité aux Italiens. Là, il y a peut-être aussi des exemples à prendre. Ça, c'est vrai qu'en termes de langage, de communication, il a fait très fort ce Mario Monti, puisqu'il n'a pas, je rappelle, été élu par le peuple. L'Italie a changé de gouvernement sans qu'on demande l'avis. Oui. Il n'y a pas eu de vote. Le suffrage universel ne s'est pas exprimé. C'est un cas unique dans la zone euro. On est passé du bunga bunga de Berlusconi, écrivez-vous, au spread de Mario Monti. Alors, il faut expliquer. Voilà, alors le spread, bon, comme certains le savent, mais en tout cas, dans l'opinion publique, c'est un paramètre qu'on utilise et qui est assez abscon, qui mesure en fait l'écart de taux entre le pays dont on parle et l'Allemagne, puisque l'Allemagne fait référence. Et en Italie, eh bien, ce spread, cet écart de taux d'intérêt était extrêmement élevé au moment où Berlusconi, il y a exactement un an, est tombé. Le gouvernement Berlusconi est tombé au moment où le spread atteignait des sommets, et Mario Monti est venu pour faire baisser ce spread. Alors il a rassuré les marchés financiers, depuis on peut le dire. Est-ce qu'il a rassuré les Italiens ? Alors justement, un an après, c'est intéressant de voir effectivement quel est son bilan. En réalité, le spread a connu des hauts et des bas depuis qu'il est arrivé. Il a réussi à le faire baisser, puis ensuite le spread s'est renvolé au mois de juillet cet été. Il a de nouveau baissé et actuellement, il est en train de remonter. Donc sur le spread, en tout cas sur les taux d'intérêt, sur le risque qui concerne la dette souveraine de l'Italie, on peut dire que le bilan est assez mitigé. Et puis sur le reste, puisque vous me demandez ce qu'en pensent les Italiens. Oui, il faut parler des réformes de structure également qu'il a engagées. Voilà, alors il a fait une grande réforme des retraites, ça tout le monde le reconnaît, et en plus cette réforme s'est appliquée immédiatement. L'âge légal a été reporté à 67 ans. Donc ça, c'est un acquis du gouvernement Monti. Pour le reste, en France, on raconte beaucoup de choses. On dit que Super Mario a révolutionné, a mené des réformes structurelles extrêmement fortes dans son pays. C'est pas tout à fait vrai. Sur la libéralisation, par exemple, le bilan est quand même mi-figue, mi-raisin. Et puis sur les privatisations, par exemple, puisqu'on considère que c'est un homme des privatisations, de la concurrence, etc., il a pratiquement rien fait. Ah bon, alors qu'est-ce qu'ils peuvent se dire avec Jean-Marc Ayrault ? Avec Jean-Marc Ayrault, écoutez, aujourd'hui, en ce moment même, hein ? Entre eux, je ne sais pas ce qu'ils ont d'intéressant à voir, puisqu'on parlait effectivement des tensions avec l'Allemagne. En Italie, elles étaient à leur comble il y a un an, à la fin, on va dire, du mandat de Nicolas Sarkozy. Quand François Hollande a été élu, il y a eu une sorte de rapprochement avec l'Italie, puisque Mario Monti et François Hollande avaient un discours très fort sur la croissance. On l'a vu sur les sommets européens au mois de juin, au mois de juillet. Donc Rome et Paris, depuis quelques mois, sont assez en phase sur le discours, c'est-à-dire on a fait beaucoup d'austérité, maintenant il faut faire de la croissance. Mais l'austérité, en tout cas en Italie, est beaucoup plus forte qu'en France. Alors on a parlé de l'alternance en France avec Nicolas Sarkozy il y a un instant. Est-ce que les Italiens ont été sensibles à la différence de style entre Berlusconi et Monti ? Vous donnez beaucoup d'exemples d'ailleurs sur son mode de vie. Ça c'est indéniable, parce que on l'a appelé, il apporte un Loden en hiver par exemple, Mario Monti, donc on l'a appelé Ben Loden. Ensuite on l'a appelé Super Mario parce qu'il avait été un commissaire européen marquant. En tout cas c'est un homme sérieux, ça c'est indéniable et tout le monde le reconnaît en Italie. C'est un homme qui a restauré la crédibilité, on va dire, internationale de son pays. Grâce à son mode de vie aussi. Grâce effectivement à son mode de vie, un homme extrêmement austère,
qui le reconnaît lui-même, il a aucune fantaisie dans sa vie quotidienne, et puis un homme qui travaille énormément. Selon vous, austère rime avec mystère, puisque c'est le titre du livre. Écoutez, si je dis que c'est un mystère, c'est parce qu'on ne sait pas trop d'où il vient, ce Mario Monti. C'est pas un homme politique, hein. Il dirige aujourd'hui l'Italie. C'est un peu comme si en France, le directeur d'HEC avait été nommé comme ça, par en haut, président de la République. C'était un peu étrange, et puis c'est un homme, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne connaît pas trop sa pensée politique. En réalité, c'est un homme de droite, un homme libéral assumé, et c'est un homme qui est beaucoup plus politique qu'on le pense, c'est-à-dire qu'il y a un sens de la politique, à tel point qu'il est candidat à sa reconduction sans se présenter aux élections. C'est un peu le paradoxe. En tous les cas, les leçons d'Allemagne, on l'a vu, portent plus. Hein, d'abord parce que ce pays se porte beaucoup mieux, se porte sans doute le mieux en Europe, et puis parce que finalement, entre la France et l'Italie, les économies sont moins interconnectées. Elles sont connectées, elles sont assez connectées, mais elles le sont beaucoup moins en effet qu'avec l'Allemagne. On est moins liés quand même sur le plan économique à l'Italie qu'à l'Allemagne aujourd'hui. Le mystère Mario Monti, donc aux éditions Plomb, signé par Guillaume Delacroix. Merci messieurs d'avoir participé à cette édition du 19h. Toute autre chose maintenant, les responsables politiques se pressent depuis ce week-end auprès du maire de Sevran qui a planté, vous le savez, sa tente devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Cécile Duflot est venue en amie après Jean-Vincent Placé, Manuel Valls, Robert Hue ce week-end. Stéphane Gatignon s'apprête donc à passer une 4e nuit sur place. Sa grève de la faim pour obtenir des aides supplémentaires pour sa commune n'est pas du goût de tous. Le ministre de la Ville, le socialiste François Lamy, juge ainsi que la méthode n'est pas la bonne et que Sevran n'est pas oublié, au contraire, par les rallonges budgétaires. L'enquête aujourd'hui dans cette ville de Seine-Saint-Denis de Nathalie Guillouard. La lettre de Stéphane Gatignon parlementaire, elle a été rendue publique. Toutes ces lettres montrent que Stéphane Gatignon a tout tenté avant de décider de faire une grève de la faim au pied de l'Assemblée nationale. Ici, à Sevran, l'adjoint au maire Stéphane Blanchet fait le constat d'une ville en grande difficulté et dénonce l'inégalité de la répartition des richesses entre les territoires. Aujourd'hui, à Sevran, on est dans une situation où on est arrivé au bout du bout. Très clairement, on a un déficit structurel que nous ne pourrons pas combler. Il nous manque 5 millions pour boucler le budget 2013. Mais en fait, on est dans une ville qui a 30 millions de moins en budget de fonctionnement que les autres villes de la même strate. Ces 5 millions, concrètement, serviraient à terminer des chantiers comme celui-ci. Ces travaux ont pour objectif d'agrandir une école, mais si l'aide de l'État n'est pas accordée, ce bâtiment ne verra pas le jour. Ce chantier-là, mais c'est aussi d'autres qui sont ailleurs, dans d'autres quartiers, qu'on ne pourra plus payer et qui ne vont pas pouvoir se terminer et puis qui vont aussi mettre les entreprises à genoux. Pour cet ancien adjoint au maire, aujourd'hui dans l'opposition, ces problèmes de financement, il les connaît bien. Et pour lui, face à cette situation, l'action de Stéphane Gatignon est justifiée. S'il n'y a plus que ce seul moyen, étant donné qu'on vit dans un monde extrêmement médiatisé, pourquoi pas? Et c'est conforme en tout cas au tempérament de monsieur le maire, qui est très vif, effectivement, et courageux. Mais pour François Lamy, le ministre de la Ville, cette méthode n'est pas la bonne. Selon lui, le maire ne lui aurait même pas demandé de rendez-vous. Par ailleurs, toujours selon le ministre, Sevran touchera 2 millions d'euros supplémentaires au titre de la dotation de solidarité urbaine. Et puis le ministre de la Ville reproche également à M. Gatignon des dossiers mal ficelés, apparemment. Invité du 19h, Gilles Gattoir, maire socialiste de Clichy. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, votre regard sur cette action spectaculaire de votre collègue avec qui vous partagez, j'imagine, bien des difficultés similaires. Écoutez, moi je suis secrétaire général de l'Association des maires d'Île-de-France. Je suis passé le saluer à l'Assemblée nationale cet après-midi. Nombreux sont les maires qui posent des problèmes quant à leur situation sociale, situation financière. Maintenant, il a réussi son objectif médiatique. Ceci dit, je pense que c'est à double tranchant. J'espère qu'il obtiendra des résultats, mais... À double tranchant, c'est-à-dire, il aura des résultats, mais... Je dis souvent, moi qui suis socialiste, à mes amis du Front de gauche ou de l'écologie, le misérabilisme ne va pas faire venir des entreprises chez vous. Il faut la solidarité, mais si on veut que les gens viennent, il y a une concurrence entre collectivités. Il ne faut pas masquer sa détresse, quand même. Il ne faut pas masquer sa détresse, mais il faut aussi montrer que ça peut changer, et si on veut que ça change parfois... Non, mais c'est le mode opératoire qui vous change. Quand un élu... fait la grève de la faim sous une tente? Effectivement, c'est quelque chose... Ça vous choque? Non, ça ne me choque pas du tout. Je suis allé le saluer, mais je veux dire, à court terme, je souhaite qu'il réussisse dans son action, mais après, il aura à reconstruire l'image de sa ville si on veut qu'elle puisse... Il a fait passer son image personnelle avant celle de sa ville? Peut-être, mais je veux dire, après, si on veut que les gens investissent dans cette ville, eh bien, il faut peut-être après passer un autre message. Votre budget, comment ça se passe à Clichy? Est-ce que vous avez du mal à le boucler? Oui, mais écoutez, nous sommes dans la situation... De combien de millions?
nous sommes dans un budget de 170 millions d'euros et nous sommes dans la situation des communes industrielles qui ont à la fois un potentiel fiscal dû à leurs entreprises, mais aussi une population très modeste. Et je crois que le problème numéro 1, c'est la péréquation nationale. Parce qu'effectivement... Alors on explique, c'est que les communes riches donnent aux pauvres. Non, pas seulement. Les communes pauvres des Hauts-de-Seine et de l'Île-de-France sont en train de donner aux communes riches. C'est-à-dire que les communes pauvres, même modestes de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou de la Boucle Nord vont donner à Toulon, à Aix-en-Provence, parce que le potentiel fiscal qui est calculé est 30% artificiellement supérieur, mais on sait bien que les salaires, les loyers, etc., et que c'est pas la même base de comparaison avec la province. Donc actuellement, même le département de la Seine-Saint-Denis, le président général a fait une tribune dans Libération, va donner pour les Alpes-Maritimes ou pour le Var. Vous recevez beaucoup par ailleurs. Oui, on reçoit, mais les charges, quand il s'agit de construire un logement, quand il s'agit déjà les coûts pour la population, sont beaucoup plus élevés. Donc moi, je ne suis pas contre cette péréquation nationale, mais elle est beaucoup trop brutale actuellement, et donc nous oblige à des réductions très brutales qui sont contradictoires avec la demande qui nous est faite de densifier la population. Comment est-ce que vous bouclez votre budget? Écoutez, nous, on n'a pas encore bouclé notre budget, mais déjà l'an dernier, on avait anticipé. Nous, on a supprimé un certain nombre d'événements, on a serré la vis sur un certain nombre de choses, mais l'essentiel du budget dans une commune, la moitié, c'est le personnel. Donc, on nous demande d'un côté d'embaucher des jeunes, on va le faire avec les contrats aidés, mais en même temps, on va être amené à ne pas remplacer un certain nombre de postes dans un certain nombre de services. Donc, on utilise la dématérialisation, on modernise, on regroupe. Est-ce que la crise a accentué la situation des communes les plus pauvres? De toutes les communes, y compris les autres, puisque maintenant, avec la taxe professionnelle, on avait quand même maintenant, ce sont les bénéfices des entreprises et donc nos recettes diminuent aussi. Moi, ce que je voudrais, ma conviction, c'est que la péréquation régionale, par contre, a été bien faite et je l'assume. Nous allons payer cette année et l'an prochain, sans doute, on a 900 000 euros, l'année un peu plus l'année prochaine. On l'accepte puisqu'on a un peu plus de recettes que les autres. Mais je crois qu'il y a le cumul des deux, de la péréquation nationale et régionale, est une difficulté. Alors moi, quelle solution je préconise? Moi, je pense que nous avons un retard sur la province, que par exemple le problème de Vaux-en-Velin ou le problème de Roubaix a été réglé par la communauté urbaine, parce qu'il faut donc avoir une collectivité, une intercommunalité à fiscalité propre, et que c'est pas par des péréquations qu'on réglera le problème. Et moi, je me prononce en ce moment, puisque à Paris Métropole, nous avons un débat avant la loi qui sera déposée pour la création d'une métropole élue au suffrage universel du Grand Paris, qui recevra les recettes et donc assurera la prise en charge les grands équipements tout en gardant des communes. Vous avez donc de l'argent, vous devez redistribuer de l'argent, si je vous suis bien, Monsieur Catoire, et ça ne vous gêne pas plus que ça. Pourtant, si ça nous gêne, puisqu'on est des communes qui ont le plus taux de chômage. Vous le faites. C'est la loi, de toute façon, une commune des plus pauvres. Mais ce qui me gêne, c'est de faire une péréquation pour les communes résidentielles de la Côte d'Azur. Ça, je suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de résistance chez les élus à cet égalitarisme? Pour l'instant, non, mais je ne prendrai pas souvent, mais je sens des gens dire, après tout, on va finir par faire comme les Flamands, en disant on ne veut plus payer pour les Wallons. Ce qui s'est passé, je l'entends dire dans les Hauts-de-Seine. Je ne parle pas ce point de vue, mais je l'entends dire maintenant. Dans les Hauts-de-Seine? Oui. Pas chez vos amis socialistes, si? Non, mais on l'entend dire à droite, effectivement, pas de méchants. Et plutôt à l'extrême droite, effectivement. Peut-être aussi au PS, parce que ce sont des maires socialistes aujourd'hui qui sont à la tête des plus grandes villes de France. Pas qu'en Ile-de-France, mais effectivement, il y a sur place à l'échelle nationale. Oui, tout à fait. Donc là, nous avons un débat interne, et notamment ici au Sénat, la pression de la province, je la trouve un peu forte. Très bien, merci beaucoup Gilles Catoire. Donc vous saluez l'action de votre collègue de Sevran sans en partager tout à fait le mode opératoire. Disons que c'est une étape, mais il faut voir dans le plus long terme. D'accord, merci de ces explications. C'est la fin de ce journal. Donc demain, je vous le rappelle, pas de 19h en raison de la conférence de presse de François Hollande et de l'émission spéciale qui suivra sur les chaînes parlementaires. Mais je vous retrouverai à 22h45 pour Preuve par 3. L'invité sera François Bayrou qui réagira justement à l'intervention présidentielle. Bonsoir. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal. Bonne soirée à vous. Ça bouge. Non mais c'est vrai, hein. Vous savez, il faut faire du bouche-oreille, parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu pour faire bouger les choses en politique, à Meaux ou ailleurs, il faut y aller. Faut que ça bouge, disait-il en 1995 lors de sa campagne à Meaux. Ce slogan est-il toujours celui de Jean-François Copé? Parle-t-il vraiment des vrais problèmes aux vrais gens, comme il prétend le faire? Et sa stratégie de communication façon droite décomplexée ne risque-t-elle pas de lui jouer des tours? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, Jean-François Copé en course pour sa reconduction à la tête de l'UMP face à François Fillon.
Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est mercredi à 22h45 sur Public Sénat.